C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade! Salut tout le monde et bienvenue dans la Brigade, épisode 12. Mon nom est Steven Desjardins, en remplacement de Jean-Philippe Fogg qui sera absent jusqu'aux fêtes en raison de la venue de son petit garçon. Avec moi aujourd'hui, Jean-Philippe Fortin et Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on reçoit nul autre que notre collaborateur Patrick Tourangeau qui nous décrira la progression de nos Baby Sens à travers la Ligue canadienne de hockey junior et à Belleville, tout en focusant sur ceux qui seront potentiellement présents aux prochains championnats mondiaux juniors. Plus tard dans l'épisode, on reçoit l'agent de joueur Dominique Deblois, agent qui représente plusieurs joueurs dans la Ligue nationale, dont notre numéro 72, Thomas Chabot. Pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. JP, il se passe quoi dans le warm-up? Donc, dans le warm-up ce matin, selon le magazine Forbes, la valeur des sénateurs est évaluée à 525 millions de dollars. Elle se retrouve au 28e rang de la Ligue nationale, devant celle des Panthers, les Sabres et les Blue Jackets et les Coyotes de l'Arizona. Lassie Thompson, son parcours avec les Sens s'est terminé. Il est de retour à Belleville. Durant son parcours de 11 matchs, il aura comptabilisé 3 passes et un différentiel de moins 11. Et on a appris du même coup aujourd'hui, le 9 décembre, le rappel de Jacob Bernard Docker pour pallier à la rétrogradation de Lassie Thompson. Après Radley Craig, c'est maintenant au tour de Leevi Meriläinen et Robbie Järventie de représenter leur pays au championnat mondial junior qui se déroulera du 26 décembre au 5 janvier prochain à Edmonton. Si vous n'avez pas vu ça passer sur les internets, sur les réseaux sociaux des sénateurs, il y a un concours qui a été lancé par l'équipe. Ça s'appelle le Vol de fans avec Air Canada. C'est à gagner, c'est 2 billets pour un match à Calgary avec billets d'avion aller-retour et 2 nuitées à l'hôtel et plusieurs surprises. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est consulter les réseaux sociaux des sénateurs. Plusieurs publications sont faites à chaque journée. Et la dernière nouvelle, l'équipe de brigade souhaite nos félicitations au thérapeute en chef d'homme Nicoletta, qui a atteint un plateau fort important dans sa carrière. Donc, il a été derrière le banc pour un 1500e match en carrière le 6 décembre dernier contre les Devils du New Jersey. Steven, toi, la nouvelle de la valeur des sénateurs, est-ce que c'est dans le barème que tu t'attendais? Ben, honnêtement, je savais qu'elle allait pas être dans le top. Les Original Six sont souvent dans le top. On est pas mal bas, je te dirais, pour une équipe canadienne, quand même décevant. On sait tous les problèmes qu'il y a eu entre les rumeurs de nouvelle aréna dans le centre-ville d'Ottawa sur les plaines de Breton, la dispute entre le propriétaire, la ville et la CCN, le triangle qui s'obstinait tout le temps. Moi, je suis pas vraiment surpris, là. Donne-nous du temps un petit peu. Peut-être que la brigade, un jour, va pouvoir devenir propriétaire des sénateurs, là, tu sais. Sait-on jamais. Sait-on jamais. C'est ça. Un petit coup, l'automax million, puis le tour est fait. On a un bon down pour l'équipe. Mais non, joke à part, moi, je suis pas surpris, honnêtement. On est souvent dans le bas, malheureusement. Puis moi, je trouve que ça va aller en montant dans les prochaines années si on atteint nos unparalleled success years comme qui nous a été promis. Moi, j'ai lancé l'idée, en tout cas, si ça intéresse du monde qui nous écoute, peut-être que les sénateurs deviendront les prochains Packers de Green Bay et que les actionnaires de l'équipe deviendraient les fans. Et j'ai calculé, pour le plaisir, pour acheter les sénateurs, donc à 525 millions de dollars, si on a 300 000 fans qui investissent 1750 dollars de leur poche, on peut acheter les sénateurs d'Ottawa. Donc, la porte est ouverte. Sortez votre chéquier et votre compte en banque. On fait une offre à Eugène Melnyk et on devient propriétaire actionnaire des sénateurs d'Ottawa, les 300 000 fans ensemble. Ça serait fou, hein? Ça serait vraiment malade. Ça serait le fun. En plus que je suis un partisan fini des Packers de Green Bay, en plus d'être actionnaire 2 fois, donc je pourrais être propriétaire de 2 équipes sportives qui, je crois, jamais vues en Amérique du Nord, donc je serais un unique, mais non. C'est toute une idée. C'est toute une idée. C'est drôle à y penser, mais sait-on jamais, peut-être que ça se fait. Ça serait des belles infos à écrire dans ta bio Instagram, ça, non? C'est actionnaire, ça. Packers de Green Bay, actionnaire des sénateurs. Propriétaire des Packers et des sénateurs d'Ottawa sur le CV. Écoute, Steven, tu fais quoi dans la vie? Tantôt, tu as mentionné le retour à Belleville de Lassie Thompson. J'ai rien contre ça. En ce moment, c'est le tour de Jacob Bernard Docker, qui est pas un mauvais prospect non plus.
Je me souviens l'an passé, là, quand on a passé à une semaine ou deux de potentiellement accéder aux séries, Jacob Bernard-Docker jouait de grosses minutes malgré son âge. Donc là, c'est à son tour. Puis comme tous les journalistes qui entourent l'équipe des Sénateurs, quand Glacier était renvoyé dans les mineurs, c'est juste pour qu'il joue des grosses minutes puis qu'il soit mis dans des situations plus importantes pour qu'il prenne d'autres millages. C'est pas vraiment de démotion, c'est juste, garde, t'as fait une bonne job. Retourne là, tu vas avoir les grosses minutes. Lassie va revenir, je te dirais, la mi-janvier, je serais même pas surpris, au début février. Malheureusement, évidemment, s'il y a une blessure, il va probablement être le numéro 1 rappelé. Moi, je trouve pas que c'est une mauvaise affaire avoir envoyé Lassie Thompson à Belleville. Bien d'accord avec toi. On va en parler plus tard avec Pat Tourangeau de son passage à Ottawa. Selon toi, le championnat mondial arrive à grands pas. Tu fais tes bêtes. Qui sera ton top 3? Médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent? Moi, le championnat mondial junior, je regarde souvent les joueurs et non les équipes. Oui, je suis Canadien et tout. J'espère que le Canada gagne. Le tournoi que Jake Sanderson va avoir va potentiellement être le même que celui que Thomas Chabot a eu quand il était à Montréal. Moi, je crois que les États-Unis vont gagner. Peut-être que Jake Sanderson va être le MVP, dépendamment de Connor Bedard au Canada. Lui, Connor Bedard, c'est le prochain numéro 1 l'an prochain au repêchage. Il y a beaucoup de gros noms, mais Jake Sanderson, il va être tout un pilier. Numéro 2, avec les États-Unis, évidemment, ils vont perdre contre le Canada probablement. Par contre, Dark Horse qu'on appelle, qu'on dit en anglais, la Suède, des bons jeunes, bon goaler, Jesper Wallstedt, on en a parlé au début de l'année. Oui. Donc, tu sais, Suède, Finlande, ils sont toujours là, puis ils peuvent causer la surprise, puis personne serait surpris. Tu sais, l'Allemagne, ils sont plus vraiment là, Stützle puis JJ Peterka sont plus là vraiment. Donc, je pense que l'Allemagne, malheureusement, vont prendre 2-3 steps en arrière. Le top 3, Canada et États-Unis vont être là. L'autre, probablement la Suède, d'après moi. J'ai vu un article aujourd'hui que la Slovénie risque d'être une équipe intéressante à voir, qui est le fun. Donc, je vais probablement regarder la Slovénie. Tu veux dire la Slovaquie? La Slovaquie, désolé. Ouais, je vais regarder la Slovaquie, mais par exemple, juste pour voir si vraiment il y a des joueurs qui se démarquent, parce que j'aime vraiment ça, suivre les jeunes, puis voir les prochaines stars de la Ligue nationale de hockey. Puis ton côté, qui tu penses que ça va être? Un peu comme toi, moi je vois potentiellement une finale encore Canada-États-Unis. Difficile à dire qui va sortir gagnant. J'aime beaucoup l'équipe du Canada. Comme j'aime autant l'équipe des États-Unis. Ils ont des joueurs très intéressants à suivre. J'ai beaucoup aimé le parcours d'Allemagne l'année passée à cause de Tim Stützle, puis JJ Peterka, puis Florian Elias qui est de retour encore cette année. Mais je pense pas que l'Allemagne vont causer la même surprise que l'année passée. Moi, j'ai un gros fait pour le 3e rang, la Finlande, qui surprend tous les années. Là. Je pense que ça va être eux autres qui vont remporter la médaille de bronze. Ouais, puis c'est le fun, c'est le talent individuel de ces pays-là, c'est incroyable. Tu sais, nous au Canada, c'est plus l'équipe, mais eux sont, tu sais, on voit des articles partout. Eux, ils développent le talent individuel jusqu'à l'âge de 13, 14, 15 ans. Donc, tu vois la différence, je trouve, entre les deux. C'est vraiment le fun à regarder. Ouais. Puis, ils ont un joueur surveillant intéressé, c'est Brad Lambert. Là. Il va être, je pense qu'il a fait un beau tournoi l'année passée. Cette année, avec une autre année d'expérience, là, il va être encore incroyable à regarder jouer. Ça va être le fun de voir aussi Shane Wright jouer parce que je crois, tu sais, on entend souvent parler de lui. C'est le numéro 1 cette année. Puis, tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le bas de classement, qu'ils vont porter intérêt au tournoi. Puis je crois pas que personne n'a vu une game entière de Shane Wright. Donc je pense que ça va être aussi spécial. Puis t'as aussi Connor Bedard qui est supposé être un petit comparable au Austin Matthews de ce monde, qui va être repêché en 2023. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur Pat Tourangeau. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Maintenant, pour le segment 2, il est l'encyclopédie des sénateurs et collaborateurs dans la brigade. Pat Tourangeau est avec nous. Salut, Pat. Bonjour, messieurs. Pat, aujourd'hui, tu es avec nous pour nous faire une mise à jour de l'évolution de nos jeunes joueurs de l'organisation, autant dans le junior qu'à Belleville. Et on va parler un peu, bien sûr, du championnat mondial junior qui arrive à grands pas. Oui, effectivement, c'est une période excitante de l'année pour les amateurs de relève comme moi. Donc, je vais commencer avec les principaux que j'ai choisis cette semaine. Parler d'abord de la défensive. La défensive, c'est un point là présentement qui inquiète plusieurs partisans des sénateurs. On voit que là, les sénateurs de récemment ont accordé vraiment beaucoup de lancers qui semblent un peu désorganisés. Je vais essayer de rassurer les gens un petit peu là, avec la relève qui s'en vient. Le premier sur ma liste, c'est l'espoir numéro 1 de l'organisation des sénateurs, c'est-à-dire Jake Sanderson, 19 ans, défenseur gaucher.
un choix de première ronde, 5e total. 6-2, 185. C'est un défenseur aussi surprenant, parce qu'on voit souvent ces flashs, des flashs offensifs, que on va voir les vidéos, mais c'est surprenant, mais il est encore meilleur défensivement qu'offensivement. C'est un gars responsable, calme. Il a le coup de patin de Thomas Chabot, sans farce. Il a même le souffle de Thomas Chabot. Il peut jouer autant que lui, 30 minutes sans avoir l'air fatigué dans une partie. Il y a eu une belle progression c'est-à-dire, l'année passée, il avait commencé le NCAA comme plusieurs. Quand il commence NCAA, les joueurs, il ne faut pas trop s'inquiéter de leur rendement. Dans les 15 premières parties, il y avait 7 points. Puis dans les 7 dernières, il a cherché 8 autres points pour faire un total de 15 points en 22 parties l'année passée. Cette année, en 15 parties, présentement, il y a 6 buts, 13 passes pour 19 points. Fait que oui, offensif, mais c'est le gars également qu'on va avoir sur la glace en fin de partie lorsqu'on veut protéger l'avance d'un but. Un défenseur très, très important. Il va commencer, lorsqu'il va arriver, il va arriver cette année d'abord avec les Sénateurs d'Ottawa, lorsque la saison de North Dakota va être terminée. Il va joindre l'organisation des Sénateurs. Il va probablement avoir un essai direct dans la Ligue nationale, comme plusieurs autres qui arrivent des niveaux universitaires. Question de le voir aller. Un peu ce que les Sénateurs avaient fait avec Shane Pinto puis Jacob Bernard-Darker l'année dernière. Oui, exactement. Au début de sa carrière, ce gars-là, probablement, il n'ira pas longtemps dans la Ligue américaine si jamais il va. S'il va, moi, je m'attends à ce qu'il y ait 10 parties. Peut-être que ça serait une bonne idée. Ça serait peut-être une bonne idée cette année de l'envoyer dans la Ligue américaine lorsque les Sénateurs vont être éliminés. Il va déjà être éliminé, pas peut-être, là. Mais c'est-à-dire à la fin de la saison, l'envoyer avec Belleville, si Belleville participe aux séries, peut-être donner une chance de jouer pro, monter d'une coche pour être prêt pour l'année prochaine. Ça serait une très bonne idée. Avec lui, j'allais dire qu'il va commencer sa carrière sur une deuxième paire de défense, derrière Thomas Chabot, le défenseur gaucher. Peut-être qu'à la fin du contrat de Thomas Chabot, ça va être Sanderson qui va être le premier défenseur gaucher, puis Chabot le deuxième. On ne sait pas. Là. Disons qu'il y a un potentiel très énorme. Ça va être deux excellents défenseurs gauchers. On se souvient que lors du repêchage de cette année-là, quand les Sénateurs avaient repêché Jake Sanderson, c'était assez partagé au niveau des émotions des Sens, dans le sens que le monde n'était pas trop sûr du choix. On parlait peut-être d'un Marco Rossi ou bien un Jimmy Drysdale qui était un choix un peu populaire. Fait que là, les Sénateurs sont arrivés avec un Jake Sanderson, puis je pense que au final, aujourd'hui, on ne regrette vraiment pas notre choix, là, parce que ça va être tout un joueur d'orgueil. C'est un bon choix. Je ne dis pas que les autres, c'était pas des bons choix. C'est un bon choix. Selon moi, moi, la façon que j'avais vu ça, j'étais pour le voir sur une deuxième paire, quelqu'un qui irait sécuriser Erik Brannstrom. Évidemment, il faut le faire jouer à droite pour ça. C'était des plans d'être top 4 pour Erik Brannstrom, selon Pierre Dorion. Puis le côté responsable du défenseur, Jake Sanderson, je me disais, c'est pour faire éclore Erik Brannstrom qu'on était leur repêché. Je croyais ça. Je ne sais pas aujourd'hui si les Brannstrom va toujours être des plans. Si on la voit du côté droit, il va être le top 4. Si on le garde du côté gauche, ça va être difficile pour lui. Bon. Ça, c'est sûr. On le compare beaucoup, là, Jake Sanderson à Ryan McDonough. Défensivement, c'est vrai. Par contre, c'est Ryan McDonough avec le coup de patin de Thomas Chabot. Fait que c'est un mélange des deux. Pas entre les deux, mais vraiment un mélange des deux. Il arrive quand, lui? Il arrive à la fin de l'année. Puis il va être régulier l'année prochaine. Mais pour parler de Jake Sanderson, le moment qu'il va arriver à Ottawa, dans mon livre à moi, il bougera pas du deuxième défenseur gaucher. Je vous le dis, il va être là pour les 6-7 prochaines années. Touche du bois, qu'il n'y a rien qui va arriver. Ce gars-là, il est le prochain. On va avoir un premier gaucher puis 1.5 gaucher. On n'aura pas comme de deuxième bon défenseur gaucher. On va en avoir 2 numéro 1, d'après moi. Effectivement. Son partenaire de défense, par exemple, moi, je mettrais un gars un petit peu plus fiable à la défensive, un genre de Jacob Bernard-Darker, surtout que les deux ont déjà été à l'université ensemble, donc se connaissent. Fait que Jake va pouvoir aller jouer un petit peu plus en avant pendant que Jacob Bernard-Darker reste à la défensive, tout comme Method faisait avec Carlson, tu sais, la comparaison. Là. C'est mon plan B, ça. Pour vrai, c'est mon plan. Et voilà. Ouais. Le deuxième défenseur, c'est que je vais en parler maintenant parce que il y a eu vraiment des bons mots à son sujet dernièrement, là, dans les dernières semaines. C'est Lassie Thompson, 21 ans, un choix de première ronde. Le choix de première ronde qu'on a obtenu pour l'échange de Matt Duchene. Un défenseur qui fait 6 pieds 190 livres. Il est rapide, il a un tir puissant. Il est bon en sortie de zone.
Bon, ça, c'est ses côtés positifs. Par contre, sa vision du jeu, c'est assez moyen, dans le sens que, oui, il est bon en sortie de zone, mais s'il y a de la pression sur lui, c'est soit qu'il fait un tir, c'est soit qu'il pousse dans le coin. Moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Puis c'est ça, le côté défensif, il est moyen. Il va être bon, il va être niveau de ligne nationale, mais pour moi, c'est un défenseur de troisième paire. Je m'explique pourquoi. Si on regarde ce qu'il a fait dans le passé, il a joué à 18 ans dans la Ligue de l'Ouest, 63 parties jouées, 41 points. Ensuite de ça, il a été joué en Liga. Liga, au total, il a joué 57 parties, 15 points. T'sais, on voit, côté offensif, il est capable de faire un petit peu d'offensive, mais ça ne sera pas une étoile. Là. OK? Ensuite, dans la Ligue américaine, 41 parties jouées au total. L'année passée puis cette année, il a 15 points. Le problème, c'est qu'il est moins 15. Moins 15 dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, 11 parties maintenant, il est à moins 11. C'est 3 points. Fait que il y a du travail à faire encore avec lui. Je n'abandonne pas. Je ne dis pas qu'il ne va pas réussir, même que je pense qu'il va réussir. Il va réussir, ça va être un bon défenseur de troisième paire. Il y a des forces. Il y a des forces. Sortie de zone, moi j'aime ça. C'est le hockey d'aujourd'hui. C'est important. Des défenseurs rapides qui vont faire des bonnes sorties de zone. On s'entend que son passage à Ottawa a été concluant, puis il a passé bonne note, là, on peut dire là-dessus. Oui, il m'a surpris, là, ben honnêtement. Hein. Ouais, il a surpris bien du monde. Là, son renvoi a fait que certains partisans n'étaient pas trop contents, mais son différentiel de moins 11 a pas fait en sorte que ça l'aidait beaucoup. Mais tout ça pour dire que Lassie Thompson a réussi son passage, puis quand, au niveau de la saison, s'il y a un prochain à rappeler, ben, je pense qu'il est devenu au top là, pour un cas de rappel. Oui, en fait, c'est ça. Bernard Docker et Lassie Thompson, c'est les deux meilleurs espoirs du côté droit. Ça, il n'y a pas de doute. Éventuellement, il y a Maxence Guénette aussi qui fait bien, là, mais il n'est pas dans mes joueurs que je vais parler aujourd'hui. Mais Lassie Thompson, oui, il a réussi, mais excusez, mais il ne me convainc pas du tout qu'il va jouer top 4. Moi, je pense qu'il va être troisième paire, pas mal toute sa carrière. Occasionnellement, deuxième paire, mais pas à long terme. Ensuite de ça, je vais aller parler de Jacob Bernard Docker, 21 ans, choix de première ronde, 26e. Lui, il a fait partie de l'échange de Derek Brassard. La différence entre lui et Lassie Thompson, c'est le côté défensif. Sérieusement, Jacob Bernard Docker, c'est un gars calme. Il est bon défensivement, il est conscient. Offensivement, il a peut-être une coche de moins que Lassie Thompson, mais c'est quelqu'un qui s'est concentré dans son rôle. S'il y a de la pression, c'est le genre de gars qui va reculer avec la rondelle, qui va en même temps regarder ses options de passe. Il patine très bien aussi. S'il n'aime pas ce qu'il voit devant lui, il va rebrousser chemin, il va aller dans son territoire, il va aller derrière son net. C'est un gars qui va calmer le jeu. Il va vraiment être utile. Il ne sera pas merveilleux côté statistique, mais il va vraiment être utile. Puis lui, je le vois jouer avec Thomas Chabot, première paire, éventuellement. Pas en commençant, mais éventuellement, je trouve que ça serait le mix parfait. J'ai vu une comparaison aujourd'hui. Même si le côté patin, je pense que Bernard Docker est un peu meilleur, je trouve qu'elle tient bien la route, c'est Artem Zub. Ça va être un petit peu le même genre. Aucun problème contre ça. On va le prendre certainement. Si c'est un deuxième Zub, on va le prendre. Ça risque d'être ça. Côté statistique, lui, il vient pas du niveau de la West Hockey League, là, même s'il vient de l'Ouest, il vient de l'AJHL, la deuxième ligne, si on veut, l'Alberta. En 103 parties, il y a 63 points. Ensuite, NCA, en 95 parties, il y a eu 60 points. Il était capable quand même, mais qu'est-ce qui était impressionnant côté NCA? C'est en 95 parties, il était plus 35. Okay? Ensuite, il a été joué avec les moins de 20 ans, championnat du monde. Il a gagné l'or. Il a juste fait un point là, dans cette partie. Par contre, il surveillait les meilleurs. C'est André Tourigny en a parlé. Il en a parlé en bien là, dans une entrevue. Puis il disait qu'il mettait toujours sur les meilleurs. C'était son gars de confiance. Pourtant, c'était pas de lui qu'on parlait super gros dans le tournoi. Mais les entraîneurs, ils aiment ce qu'ils voient de lui. C'est un gars fiable. Il gagne la confiance de tout le monde. Puis à un moment donné, il a même joué sa première paire. Il a remplacé Warren Byram, sa première paire là, pour la demi-finale. Ensuite de ça, dans la ligne américaine, présentement, il a sa première année pro. En 18 parties, il a juste 3 points, mais il est plus 5. On parle d'une recrue, plus 5. Tantôt, je parlais de Lassie Thompson, mais lui, il est d'un moins. Puis l'autre, il est déjà d'un plus, puis c'est pas parce qu'il marque beaucoup de
points, quoi que ce soit. C'est parce qu'il est solide défensivement. Ensuite de ça, dans la Ligue nationale, il y a 7 parties jouées. Il y a un seul point, mais il est plus 3. On parle là, d'un jeune. Là, il est arrivé là l'année passée, il arrivait du NCAA. Puis il a joué 5 parties l'année passée, il en a joué 2 cette année. Puis présentement, il est plus 3. Fait que c'est vraiment là, un défenseur qui va pas noircir la feuille de pointage. Souvent, il y a une période d'adaptation en plus pour être à l'aise, faire des points quand il arrive à quelque part. Je regarde toujours les premières années là, de partout ce qui arrive, c'est tranquille. L'année passée, il a gagné un médaille d'or aussi avec les hommes, là, avec Connor Brown et Nick Paul. Puis il a joué 10 parties. Oui, c'est pas lui qui jouait le plus, là, mais quand même, il a réussi à bien faire. Puis c'est un gagnant, c'est un gars fiable. Il continue son apprentissage, il n'a jamais mal paru. Hein, on va l'aimer un peu comme on aimait Marc Méthode, mais Marc Méthode, il avait le côté robuste, par contre, de plus. Bernard Docker, il va jouer plus dans la limite, puis il va juste, au lieu de donner des coups, il va pousser, il va tasser le gars. Mais c'est ça. C'est un petit peu la différence, mais côté genre pour bloquer la personne qui s'en vient, ils sont aussi fiables l'un l'autre. Ensuite de ça, le 4e défenseur que j'aimerais parler, c'est Tyler Kleven, défenseur gaucher, 19 ans, 6 et 4, 200 livres. Pierre Dorion avait fait une transaction là, pour monter de rang et être capable de le repêcher au 4e rang là, en 2e ronde. 2e année qui va participer au moins de 20 ans. Par contre, c'est pas un top 4, OK? Faut s'enlever ça de la tête. Là. Si on regarde en USHL, il a fait en 48 parties, 5 points. En USDP, c'est 2 niveaux là, aux États-Unis. Un, le développement national, là, puis ensuite, comme pré-universitaire, si on veut. Là. Puis en 98 parties, il y a 20 points. NCAA, en 39 parties, il y a 12 points. Mais il est plus 15 quand même. Fait que lui aussi, il est solide, il est dur à contourner, tout le kit. Mais la comparaison là, que je vais faire pour Tyler Kleven, là, c'est exactement la même chose que Mark Borowiecki. C'est-à-dire, c'est un gars qui va frapper fort. Il aime ça, les mises en échec. Là. Il aime ça, laisser sa trace. Il aime ça qu'on se rappelle de lui, qu'on ne veut pas passer de son côté. C'est ça, il blesse bien l'adversaire, il frappe fort. Par contre, c'est ça, le côté offensif, là, en plus, c'est limité. Fait que il va jouer, d'après moi, il va jouer à Ottawa. Il va jouer sur une 3e paire, défenseur gaucher. Si on parle de Chabot, Sanderson, qui va faire comme presque la partie à eux deux, ben peut-être le 10 minutes, 9-10 minutes qui restent, là, ça pourrait être lui. Ça risque d'être ça. Fait que ça, c'est pour les défenseurs. J'ai très hâte de voir Tyler Cleveland là, au championnat mondial junior prochainement. Oui, en espérant qu'il joue un petit peu plus, qu'il avait juste joué 2 parties l'année. Oui, il avait juste joué 2 parties, mais ça, il était jeune. Ouais, ben moi je me souviens l'an passé, Tyler Cleveland a été bougé à droite quand il jouait à North Dakota, sachant probablement que le côté gauche d'Ottawa, il n'y avait pas vraiment de place pour lui. Juste reste à savoir s'il va rester à droite dans la Ligue nationale, sachant que DJ Smith et Dorion veulent des gauchers à gauche et des droitiers à droite. Mais je me souviens que Tyler Cleveland, ils l'ont changé à droite. Puis moi, je suppose que c'est à cause qu'à Ottawa, le gauche, il n'y aura pas vraiment de place dans les prochaines années. Le temps file, Pat. Je vais te dire de limiter malheureusement à un joueur à l'attaque là, que tu penses qu'il a bien fait là, depuis Noël. Là, on va dire depuis Noël, qui est sorti du lot plus que les autres. Celui qu'on va regarder au championnat du monde avec le Canada, Ridley Gregg, 19 ans. 6 pieds 172 livres, il n'est pas grand, c'est un mélange entre Brad Marchand et Brendan Gallagher. Il y a un côté baveux, il va avoir des suspensions, il joue avec intensité, les gens vont l'aimer, mais en plus de ça, il est très, très talentueux. On l'a vu dans le but qu'il a fait contre Winnipeg là, en hors-concours. Présentement, dans la ligne de l'Ouest, en 161 parties, il a 153 points. Par contre, présentement, c'est la 3e année qu'il a plus qu'un point par partie. Fait qu'à la fin de l'année, il va avoir plus qu'un point par partie pour sa carrière de hockey junior. Fait que ça c'est très intéressant. On va voir le rôle qu'il va obtenir là, avec le Canada. J'ai bien hâte de voir ça parce que c'est sûr, il y a beaucoup de compétition. Là. Je pense qu'il va y avoir 3 lignes très offensives quand même. Là. Fait que reste de voir. C'est le gars qu'on a obtenu le choix de première ronde pour Jean-Gabriel Pajot. Si ça peut devenir un mal pour un bien, on va être content. Ça risque d'être pas mal ça. Là, quand je regarde ça, là, c'est fort. Là. Avec lui, Pinto et Norris, la ligne de centre à Ottawa, là, éventuellement, ça va être quelque chose. C'est tout stylé. Non, à gauche. Oh, je le laisserai au centre, moi, du tout. En tout cas. Oh, ça c'est un débat qu'on s'en en reparlera dans un autre épisode. Pat Tourangeau, ça a été un plaisir encore d'être
de t'écouter en encyclopédie. Merci, Pat. Bonne soirée. Thanks, Pat. Merci à vous aussi. Bye. Ça fut agréable. Merci. Au revoir. Dans un instant, on reçoit l'agent de joueur Dominique Debois. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Pour le 3e segment de l'épisode, nous recevons le directeur général de Willsport, agence représentant les intérêts de plusieurs joueurs de la Ligue nationale, dont Thomas Chabot, Miro Escanen, Tyler Seguin, David Savard et plusieurs autres. Dominique Debois est avec nous. Dominique, bienvenue dans la brigade. Merci de m'avoir. Ça fait plaisir. Dominique, t'as fait partie de 2 camps dans la Ligue nationale. T'as aussi joué dans la Ligue majeure du Québec et dans les rangs universitaires. Mais c'est à quel moment que tu as mis de côté ta vie de joueur de hockey pour devenir agent de joueur? C'était quand j'étais à l'Université d'Ottawa, en fait. À partir de ma 2e année, là, j'étais en droit. Puis ma 2e année, là, c'est là que j'ai commencé... que j'ai réalisé là, que le curriculum, tout ça avec l'école, puis la passion pour le hockey était là. Parce que le hockey fait partie de ma vie, mais la portion de joueur, là, c'était rendu trop difficile pour moi. Là. J'avais été blessé quand même beaucoup, là, puis je traînais plein de blessures, puis mon corps était en shutdown, si on veut. Là. Puis c'était à partir de ce moment-là, là, je dirais au mois d'octobre, novembre, de ma 2e année d'université. Là. Puis j'avais été à l'université, en fait, en droit avec l'intention justement de travailler dans le monde du hockey. La représentation m'intéressait, de travailler pour une équipe aussi, là, c'était quelque chose que j'avais en tête, mais la représentation, c'est ça qui m'a le plus parlé là, quand j'étais à l'université. Donc, ça prend une étude pour faire ce métier-là. Non, il n'y a pas d'études comme telle. Pour être agent de joueur. Je pense que c'est souvent, je dis ça dans la blague, là, mais je reçois quand même souvent des courriels des étudiants qui sont à l'université, en droit, de l'Université de Montréal, l'Université Ottawa, l'Université Laval. Puis, je leur recommande d'aller chercher un bac en psychologie parce que, dans le fond, c'est de comprendre, ce qui est le plus important, c'est de comprendre les athlètes, d'être capable de les écouter, puis tout ça. Fait que, le volet contractuel, tout ça, c'est une minime partie là, de ce que je fais là, dans mon quotidien. Les contrats à négocier, c'est souvent l'été. À l'occasion, on a des contrats qui peuvent se renouveler au courant de la saison, mais c'est quand même pas la majorité. Fait que à ce niveau-là, là, c'est vraiment pas c'est pas tout à fait nécessaire. Dans le milieu du hockey, comme dans n'importe quel domaine qui est compétitif, c'est toujours aller se chercher le edge, comme on appelle, l'élément où est-ce qui peut nous séparer des autres, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir de plus. Donc, c'est sûr que d'avoir une licence en droit puis d'avoir un background légal, ça, c'est un avantage, mais c'est pas une nécessité. Exemple, au niveau de la NFL, il faut que tu sois membre du barreau là, pour être certifié avec l'Association des joueurs autres, c'est une condition. Puis, tandis que les autres, dans le hockey, ça fait pas partie de ça. Là. Dans ton agence, tu as combien d'employés? Dans notre agence, là, on a notre structure à nous est un petit peu différente. Là. Fait que, c'est des consultants. Donc, présentement, on a 3 personnes en Finlande qui sont à temps plein, qui travaillent avec nous. Eux autres, ils nous envoient des joueurs, justement, comme Escanen, Yassi Ylonen, des jeunes qui commencent de plus en plus à arriver. Là. C'est dans le groupe d'âge 99, 2000, 2001. Fait que les jeunes commencent à arriver à leur première année professionnelle. Nous, on leur envoie des joueurs aussi à l'occasion pour aller parce d'avoir des bonnes ressources en Finlande. Là. Ils sont bien connectés avec les bons clubs de la Liga là-bas, qui est une excellente ligue. Là, on a vu plusieurs joueurs des Sens qui ont fait partie de cette ligue-là. Donc, on a 3 personnes à temps plein en Finlande. On a 3 personnes à temps plein en Ontario. On est 2 au Québec. J'ai une personne qui est avec moi en dessous au Nouveau-Brunswick. Puis, on a une personne au Minnesota. Puis là, on vient justement récemment, dans la dernière semaine, d'ajouter quelqu'un dans le Midwest. On voulait avoir une meilleure présence dans le Midwest. Fait qu'on a ajouté un ancien joueur, un jeune, avec un background intéressant là, qui est dans la région de Chicago. Là. Fait que c'est environ ça. Donc, une dizaine de personnes. Puis, ça, c'est comme au niveau des agents. Fait que nous autres, notre structure, c'est vraiment chaque personne est consultative. On a des territoires, mais en même temps, on travaille quand même assez fluide. Là. S'il y a un joueur de l'Ontario qui vient au Québec, je vais m'en occuper, puis on travaille, on a vraiment des belles relations, on a des bons échanges. Fait que notre modèle est différent de peut-être certaines agences où est-ce que tu as un territoire, tu restes dans ton territoire. Nous autres, c'est pas tout à fait comme ça. Là. OK, intéressant. Je savais pas que vous étiez aussi d'employés pour une agence, puis aussi avoir un grand territoire comme ça. Là. Surtout quand on est en mode négociation, mais on a des gens on a des consultants, que ce soit on a déjà utilisé un professeur de mathématiques qui nous avait proposé ses services pour faire des calculs, des trucs comme ça. On a des jeunes qui travaillent en finance.
avec des backgrounds, des maîtrises en finance, des choses comme ça, qui sont toujours à notre disposition, qui sont là, puis sans être à temps plein avec nous, sont là, on les utilise parce qu'on sait que, je veux dire, c'est la réalité. Là. Les équipes, ils ont des ressources aussi, fait qu'il faut s'armer, nous autres aussi, là, de notre côté quand on est en négociation. Donc vous, si je comprends bien, tu as des gens partout. Est-ce que c'est vous qui approchez les joueurs ou c'est les joueurs qui vous approchent? Oui, exactement. C'est le modèle standard là, dans l'industrie, je dirais. Ça arrive à l'occasion qu'il y a des familles qui vont nous contacter, mais généralement, dans les arénas, c'est beaucoup de bouche à oreille, des contacts, des ressources, des gens qu'on connaît, des amis ou quelqu'un, une connaissance qui est un entraîneur, il peut t'envoyer un texto et dire « Viens voir, j'ai un bon jeune, il est au niveau Bantam, c'est un bon joueur, tu devrais venir le voir. » Mais il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de bouche à oreille, mais moi, j'aime ça faire ça à l'ancienne, j'aime ça connaître les joueurs, j'aime ça connaître les territoires. Moi, ça arrive, on passe du temps, je veux pas, au niveau Bantam maintenant, là, c'est rendu ça. C'est ça, ça commence là, hein? Oui, ça commence vraiment au niveau Bantam. Puis on approche les joueurs là, de 14-15 ans. C'est là que ça se passe. C'est vraiment au niveau Bantam. Il y a des joueurs qui vont passer à travers les cracks, là, comme on dit. Mais généralement, là, c'est nous autres qui, quand on voit des joueurs. Moi, j'aime ça voir un joueur 3, 4, 5, des fois même 6 fois, puis de vraiment apprendre à le connaître, de voir des bons matchs, des moins bons matchs, puis de vraiment pouvoir me faire une bonne tête là, par rapport à l'évaluation du joueur. Veux pas, en tant que fan, on s'interroge souvent sur l'emploi d'agent de joueur. Est-ce que tu peux nous expliquer un prototype de journée pour toi? Si on prend, par exemple, on est le 1er juillet, journée des joueurs autonomes. À quoi ça ressemble ta journée? Ouais, le 1er juillet, c'est ça, c'est des journées que c'est moins... c'est un petit peu différent. T'sais, dans la mesure aussi où est-ce que le 1er juillet est plus aussi... À cause qu'ils ont créé des mécanismes dans la convention collective où est-ce que tu as des périodes, comme on pourrait dire, des périodes de maraudage, si on pourrait dire, où est-ce qu'on a des fenêtres de temps où est-ce qu'on peut parler avec les équipes. Donc, le 1er juillet, mais pendant cette période-là, tu n'as pas le droit de négocier, tu n'as pas le droit de parler d'échange de chiffres, tout ça. Mais tu peux quand même avoir une bonne idée de l'intérêt de l'équipe. Puis ça nous permet, nous autres, déjà d'établir des listes puis de savoir puis après ça, d'être capable de présenter tout au long le build-up, si on veut, avec le joueur, puis d'être capable de lui présenter ce qui s'en vient. Là, probablement pour le 1er juillet à midi, où est-ce que là, ça va être le moment où est-ce qu'il va pouvoir signer et puis s'entendre avec l'organisation. Fait que la journée, c'est pas aussi intense des fois qu'on le pense à cause de cette raison-là. À cause de ça, ça a changé. J'étais pas là avant là, comme agent là, dans le temps que c'était par fax puis toutes ces affaires-là où est-ce que c'est OK, le 1er juillet, là, personne touche à la ligne de téléphone ou à la ligne de fax. Les fax vont rentrer puis les téléphones. Fait que j'ai pas connu ça là, naturellement. Mais c'est ça. C'est vraiment le matin, c'est des longues journées. Mais ça dépend encore de notre style d'agence. On n'est pas une agence de volume. Là, on n'a pas 150 joueurs dans la Ligue nationale. Donc, c'est rare qu'on va avoir 40 joueurs dans une année à signer qui sont en même temps agents libres. Comme l'année passée, on avait David Savard, on avait Barclay Goodrow qui venait de gagner la Coupe Stanley avec Tampa Bay. Donc, les deux joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley avec Tampa Bay, ils étaient devenus disponibles. Puis après ça, je pense qu'avec New York, il y a eu un sign and trade avec Goodrow. Fait que ça a comme simplifié un peu, ça a changé un petit peu notre vitrine de négo puis tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment ça. Mais c'est d'être au parfum, de savoir là, le 1er juillet, je me réveille puis on le café, puis let's go. Habituellement, j'aime ça être avec mon partner, on est souvent ensemble. Où est-ce qu'on est capable de passer la journée ensemble, de regarder. Mais c'est sûr qu'il y a des périodes de latente. Là, c'est pas tout le temps là, go non plus. Là. Je veux pas vous monter comme quelque chose qui est high, grosse pression. Il y en a, des fois, il faut prendre des décisions, faut que ça soit rapide, mais à cause de la vitrine, c'est un petit peu moins présent qu'avant où est-ce qu'on a le temps maintenant de négocier. Là. C'est rare qu'à 12h01, le 1er juillet, qu'une équipe qui va arriver et va dire « Hey, voici un offre de 3 ans. » Ouais, ça sort de où? Ça arrive de moins en moins, ça. On voit souvent sur les photos de joueurs qui viennent de signer un contrat, le contrat, c'est une feuille 8,5-11. Est-ce que la réalité d'un contrat, c'est une feuille 8,5-11 ou underside, c'est
un paquet de feuilles à remplir comme un contrat de maison, un contrat de voiture. Non, c'est pas des formats légales. Donc, c'est pas du 8,5-14 avec un paquet d'affaires. Je ne sais pas si j'en ai un, je sais pas vous. En tout cas. Mais j'aurais pu vous montrer un peu, donner une idée, là, mais c'est vraiment. C'est une 8,5 par 11. Les contrats, souvent, c'est en 2 volets. Donc, tu as une volet qui s'appelle le Standard Player Contract, le SPC. C'est une dizaine de pages, puis là, ça passe. Ça, c'est les contrats qui sont rédigés par, généralement, les avocats des équipes. C'est relativement standard. C'est les engagements normaux le joueur doit se présenter en santé, puis de respecter un paquet de règles, puis tout ça. Fait que ça, c'est les contrats, la volet le plus standard, si on veut. Après ça, ben, tu as l'addendum ou l'annexe. Selon l'équipe, selon l'assistant DG, là, la manière qui a rédigé ses contrats. Puis c'est à ce moment-là, c'est dans la dernière portion, là, c'est une annexe, c'est 2, 3, 4 pages, où est-ce que là, tu as des salaires, la manière que le salaire va être divisé, puis c'est comme ça. Tu dis le 1er juillet, tu es avec ton partner. Par contre, tu dois avoir tous les joueurs. Mettons, tu parlais de David Savard puis Barclay Goodrow. Tu dois avoir les joueurs sur speed dial tout de suite pour leur expliquer la situation ou, tu sais, sont-ils avec toi? Ça dépend des fois. Comme cette année, c'était une drôle de situation parce que le repêchage de la Ligue nationale, c'est là on s'était tous regroupés au niveau de l'agence dans la région de Toronto. Puis là, on était ensemble. Puis ça a donné que le repêchage de la Ligue nationale, c'était pas le repêchage, mais fait que le repêchage était vendredi, samedi. De mémoire, le 1er juillet, je pense que c'était le mardi. C'était comme 3-4 jours après, donc c'était un retour. Puis finalement, à cause qu'on avait déjà une bonne idée là, de ce qui s'en venait, on avait j'avais pas tout à fait besoin d'être en présence physique. Puis le COVID a fait que c'était différent. Dans une année normale, David Savard aurait signé, je pense que c'était le 15 juillet cette année, peu importe la date. Là. C'est David, quand on s'est entendu avec les Canadiens, j'aurais été présent avec lui. Puis il aurait été présenté par les médias, puis il aurait signé. Alors que cette année, ça n'a pas été comme ça à cause de la COVID, naturellement. Puis là, ben, les joueurs se sont présentés. Je pense qu'il y avait 3 joueurs qui ont signé. Se sont présentés chacun leur tour là, à Brossard pour faire des rencontres. Là. Quand vient le temps de négocier un nouveau contrat, est-ce que le joueur te fournit une liste d'endroits qu'il veut être ou il demande des suggestions ou c'est vraiment via le directeur général qui appelle pour puis ça tu fais un choix? Ça dépend beaucoup du joueur. Ça dépend de son statut, d'où est-ce qu'il est dans sa vie. C'est un gars qui a des enfants. C'est un gars qui est marié. Est-ce qu'il est célibataire? Donc, souvent, quand le joueur va être marié avec des enfants, mais c'est sûr que ça va avoir une influence. Il y a des choses comme ça. On entend beaucoup, là, il y a des joueurs qui ne veulent pas venir jouer au Canada à cause des taxes. Bon, ça, est-ce que, généralement parlant, nous autres, historiquement, ça n'a pas été un problème là, avec nos joueurs là, de dire qu'il y a trop de taxes au Canada. Ça fait partie aussi des critères. L'entraîneur. Fait que tu essaies de dresser une liste, mais en même temps, il n'y a pas une tonne de joueurs que ça arrive vraiment où est-ce qu'ils vont avoir, surtout dans le contexte de la masse salariale dans les dernières années. Il y a eu John Tavares, peut-être qui a fait une danse un peu, là, qui a rencontré 5-6 équipes. Là. Généralement parlant, c'est rare. Donc, il va y avoir de moins en moins de ça parce que les joueurs ne se rendent quasiment plus à l'autonomie complète. Les joueurs vont arriver à l'autonomie à 27 ans, mais si on prend l'exemple de Thomas Chabot en sortant de son entry level, il a déjà signé un contrat de 8 ans. Fait que déjà, lui, son autonomie, il va peut-être le faire une fois, peut-être qu'il ne touchera même pas non plus. Fait que ça dépend vraiment, c'est vraiment des niveaux variables à ce niveau-là. Fait que ça, c'est en partie ça, mais c'est sûr que nous autres, on a déjà une bonne idée de la profondeur. Moi, notre job, c'est d'évaluer constamment. Je ne ferai pas de secret. Là, je passe bien du temps à regarder du temps sur des sites web qui sont disponibles pour regarder. L'association des joueurs nous fournissent un peu d'informations aussi, mais c'est les sites web qui sont utilisés, le Cap Friendly. Je peux vous dire qu'il y a bien des équipes qui utilisent ça parce que c'est pratique, c'est direct. Puis, j'ai déjà parlé avec un DG qui était un Hall of Fame GM. Là, puis, il disait c'est quoi les chiffres là, sur Cap Friendly? Là, on va utiliser ça. C'est utilisé là, de monnaie courante parce que c'est tellement pratique. Puis, l'information qui est là est quand même assez véridique. Fait qu'on utilise ça pour regarder les niveaux de profondeur des équipes. Puis après ça, on se fait une idée selon le joueur, selon le profil du joueur.
On avait cru remarquer que Cap Friendly était utilisé par les directeurs généraux parce qu'il y avait une photo qui avait circulé sur les réseaux sociaux de Pierre Dorion et Cap Friendly était ouvert sur son ordinateur. Je vous confirme que c'est utilisé là, à travers les choses. Puis tu sais, je connais la personne qui s'occupait du site, là, je ne sais plus si c'est encore lui, mais c'était un gars de Montréal. Puis ouais, c'est un gars qui était à Laval. Il aime pas ça, il va être très, très discret, là, mais chaque fois que je suis en discussion avec une organisation, puis on utilise Cap Friendly ensemble avec l'équipe. Ben, j'ai envoyé un texto pour lui dire hey, en passant, ton site est encore très utilisé. Mais c'est ça, Dominique, gêne-toi pas, tu peux nous le dire, hein, si Chabot planifie de jamais être agent libre, ça va nous enlever du stress dans les 6 prochaines années. Pas de suite, on est en place pour un petit bout encore, puis je pense qu'on est content d'être ici. Fait que... Good. C'est enregistré en passant, donc on va en prendre note. Moi, je me demandais, Dominique, t'as-tu des bonnes relations avec certains DG, contrairement à d'autres que t'as des moins bonnes relations? C'est sûr que oui, c'est comme dans n'importe quoi. Là, des fois, t'as un petit peu plus d'atomes crochés avec une personne. C'est sûr que c'est souvent aussi en relation avec le joueur que tu représentes. Si le joueur que tu représentes, c'est un gars qui est facile, qui est pas tellement compliqué à dealer avec, qui est un pro, qui fait tout comme il faut, c'est sûr que les discussions sont pas mal plus relaxes puis pas mal plus cordiales que si tu es un joueur que faut que tu te battes pour du temps de glace. Il y a des situations qui sont plus complexes. Ça fait que souvent, ça va y aller à degré variable à cause de ça, à cause dans le style de joueur que tu représentes. Puis, je veux pas le rôle que le joueur va avoir dans l'organisation aussi. Là. Avec Thomas, il faut que tu te battes pour réduire le temps de glace. C'est un autre combat. Non, ben c'est ça. Mais comme dans n'importe quoi, des fois, il y a des relations qu'on peut avoir personnellement avec une personne que ça fait longtemps qu'on connaît, des choses comme ça. Ça dépend. Là. Puis c'est ça. Mais comme Thomas, c'est ça. C'est pas besoin de chialer sur son temps de glace, ça, c'est sûr. Tu dois savoir, toi, s'il y a 2 poumons, 4 poumons, puis 6 poumons, parce que à jouer 34 minutes... La théorie, c'est qu'il y en a 3, là. C'est un beauceron, hein. Fait que les beaucerons, là, on faut jamais les sous-estimer. T'as habitué de travailler, hein. Exact. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, c'est des relations qui commencent tellement jeunes. Hein? Des fois, ça commence au niveau bantam que le joueur va développer une relation avec son agent. Puis tu sais, jusqu'au temps de la Ligue nationale, il s'est déjà passé beaucoup d'années. Avec tout mariage, on voit des divorces. Des fois, tu sais, il y a des joueurs qui vont vouloir changer d'agent, qui vont vouloir recommencer avec quelqu'un d'autre. On a vu le cas d'Eric Brandstrom cette année. As-tu une idée un peu de qu'est-ce qui amène à ça ou qu'est-ce qui amène le joueur des fois ou qu'est-ce qu'il cherche à faire quand il change d'agent comme ça? Ben, c'est sûr que c'est une entreprise de libre marché. Là. Je veux dire, les joueurs ils ont la possibilité de changer d'agent là, à tout moment. Puis ça, c'est correct comme ça aussi parce que puis en même temps, ça force l'agent à continuellement à se dépasser puis à vouloir travailler pour son joueur parce que tu sais que si tu fais pas ta job, si tu fais rien, ben il y a des possibilités que tu perdes ton joueur, puis que tu perdes le client. Donc, je dirais, c'est sûr que plus que tu as une proximité avec le joueur, plus que c'est sûr que ça fait mal. Moi, ça m'est pas arrivé encore, là. Toucher du bois, là, où est-ce que, tu sais, j'ai pas eu de joueurs, là, de gros profils, là, qui ont dit, OK, ben, regarde, on n'est pas satisfait, mais souvent, ça va être dans une situation où le joueur il est pris dans une situation, dans une organisation qui n'est pas capable de sortir, comme le Brandstrom. Peut-être qu'il sentait qu'il avait besoin d'une nouvelle voix, de quelqu'un qui pouvait changer un petit peu le dialogue puis essayer de faire avancer des choses. Mais ultimement, le meilleur agent, c'est le joueur. Je veux dire, l'agent est aussi bon que le joueur qu'il représente, puis ça, c'est sûr que c'est pas facile. Comme quand j'étais joueur, j'avais une perception de mon agent, des choses comme ça. Maintenant que je suis de l'autre côté, ben, je sais que j'ai une autre perception complètement différente. Là. Puis est-ce qu'entre vous autres, vous voyez des fois qu'il y a des joueurs qui sont, tu dis, lui, il me semble qu'il est mal représenté, ou il me semble qu'on pourrait faire plus. Ça se fait-tu approcher un joueur comme du poaching, comme behind the scene, ou ça se fait pas vraiment? Ben, est-ce qu'il y en a? C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr que ça se fait parce qu'il y a des joueurs qui changent. C'est très rare qu'un joueur va juste dire, OK, je vais changer pour changer, puis je vais voir ce qu'il y a sur le marché. Donc, souvent, il a déjà été probablement approché. C'est pas supposé. J'essaie de me tenir loin de ça. Comme lui, il peut approcher les autres firmes, mais se faire approcher, c'est un peu moins... C'est ça, mais ça arrive tout le temps. Ça arrive sur une base... c'est une monnaie courante. Il y a certaines agences qui sont basées dans certaines villes où est-ce qu'ils vont avoir certaines tactiques, puis ils vont utiliser certaines affaires, puis ils vont
y aller avec de telle manière. Des fois, c'est juste anodin. Des fois, c'est le timing. Là. Je veux dire, le joueur arrive à Montréal, le joueur, l'autre va pas bien. Je peux donner un exemple d'un scénario. Là, ça m'est jamais arrivé, mais tu vas souper avec ton joueur, tu l'attends en avant de l'hôtel, puis là, ben, l'autre joueur, il est là, il voit que tu t'en vas super avec ton joueur, puis après ça, le lendemain, il se parle t'es ton agent, ça, puis tout ça. Ouais, il s'occupe vraiment bien de moi, puis tout ça. Puis l'autre, lui, ce joueur-là en question, il n'est pas satisfait. Est-ce qu'il va dire, mais j'aimerais, ça peut être des affaires comme ça. Mais généralement, moi, j'aime ça, je crois dans l'éthique, dans le monde légal, tout ça, je pense que c'est important. Dans le monde du hockey, il n'y en a pas beaucoup, mais à ce niveau-là, c'est sûr qu'on essaie de faire attention, puis on respecte ça. Là. Dans ton agence, Dominique, est-ce que vous êtes limité à seulement les joueurs de hockey ou bien vous faites d'autres sports aussi? Pour le moment, on s'est concentré sur le monde du hockey. On en a assez comme ça là, avec de notre côté, mais c'est sûr que c'est quelque chose que si jamais il y avait un joueur de baseball qui arrivait qui veut signer un contrat de 25 ou 35 millions, là, je ne sais pas ça sont rendus à combien, mais non, c'est ça. Au Canada, la majorité des agences sont principalement dans un sport concentré, les espèces de grosses agences, là, comme on peut voir là, dans Jerry Maguire, ces choses-là. Ça, ces agences-là, c'est souvent aux États-Unis où est-ce que c'est du multisport. Puis, ils ont des choses de marketing, des trucs comme ça. Mais pour nous autres, là, c'est uniquement dans le monde du hockey. Moi, je veux revenir sur la journée que Thomas Chabot a signé son contrat. Il est devenu le Québécois le plus avec le plus gros contrat avec de 8 ans, 64 millions, si je me trompe pas. Pour toi et pour ton agence, qu'est-ce que ça a représenté, ce contrat-là? Mais pour l'agence, c'était pas le plus gros. Là. On venait un an ou deux avant, on avait fait le contrat de Tyler Seguin qui était quand même un contrat assez onéreux aussi, là, assez lucratif. Pour moi, comme un jeune agent là, de 35 ans, ça faisait déjà une dizaine d'années que j'étais dans le milieu, tout ça, puis d'être capable d'amener Thomas à ce niveau-là, puis d'être capable d'assurer sa sécurité financière. C'était une fierté immense. Là. C'était réellement là, une fierté que je vais toujours être reconnaissant de Thomas et de la confiance qu'il a faite. C'est sûr qu'au fil des années, on s'est développé une relation vraiment, vraiment spéciale, privilégiée. Là, je le considère comme un ami. C'est comme ça un peu là, que je travaille. Fait que de vivre ça avec un joueur aussi spécial, une personne aussi spéciale, c'est vraiment ça. Là. Ça, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Là. Extraordinaire aussi pour nous, les partisans. Cette journée-là, on va s'en souvenir. Puis je me souviens, on était sur le chemin du retour, on avait été dîner ensemble. On était les quatre là, avec on était 4 partenaires, il y avait 3 partenaires plus Thomas, puis on avait été dîner. Puis après ça, on avait été le porter chez lui, puis on écoutait les lignes ouvertes. Puis autant du côté anglophone que francophone, c'était réellement c'était un beau moment parce que ça venait un peu enlever l'espèce d'ombrage que personne ne voulait s'engager. Puis c'est un peu ça que nous autres, on s'était dit. Nous autres, on reconnaissait le travail qui avait été fait par l'organisation. Puis Thomas, il est bien ici. C'est l'équipe qui ont fait confiance au niveau du repêchage. Thomas, c'est une bonne personne. Il a des bonnes valeurs. Puis nous autres, ça faisait du sens de s'engager à long terme. Puis on n'avait pas peur de ça. Fait que ça avait été bien reçu. Puis on était vraiment contents. C'était une belle journée all around, c'est sûr. Parce que veut pas, c'était en 2019, puis l'organisation battait de l'aile un peu à ce moment-là. On avait vécu le high de 2017, puis après ça a tombé en dents de scie les années suivantes. Fait que d'avoir le contrat de Thomas Chabot de 8 ans, ça a comme fait un petit ouf, OK, on s'en va quelque part. Ouais. Exact, un super de soulagement de dire OK, il s'en va pas, il se sauvera pas lui à la première opportunité qu'il va avoir là. Les Jeux olympiques arrivent à grands pas. Je sais pas si tu as des informations pour nous à nous transmettre concernant la présence ou non de Thomas Chabot pour Team Canada. Écoute, j'ai pas d'informations. J'aimerais bien ça, là. J'en ai pas. L'autre question, c'est est-ce qu'il va y avoir des Olympiques? Aussi. Avec les nouvelles d'aujourd'hui qui sont sorties au niveau des États-Unis. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on suit, mais en même temps, c'est pas un objectif non plus. L'équipe a des hauts puis des bas, fait que ça, c'est pas toujours facile, là, mais je pense que malgré tout ça, il fait vraiment un bon travail. Je pense qu'il
j'aimerais ça penser, je pense qu'il mérite sa place d'être là, puis il veut être, c'est sûr qu'il aimerait ça, puis il serait honoré là, de faire partie de ça, puis souvent, on oublie que oui, c'est le prestige de Hockey Canada, tout ça, mais ces athlètes-là, ces gars-là sont extrêmement compétitifs, puis pour eux autres, de jouer, comme on dit en anglais, le best on best, de jouer, puis de se côtoyer, puis de se frotter contre les meilleurs, c'est extrêmement stimulant pour un athlète, là. Puis ça, c'est un volet aussi que les gars veulent vivre ça, parce que c'est du hockey qui est quand même assez incroyable. C'est un niveau de compétition qui est inégalé, puis c'est vraiment la meilleure plateforme. Avant, il y avait les championnats du monde, il y avait les coupes du monde, où est-ce que il y avait ça. Maintenant, on n'a plus ça, c'est devenu les Olympiques. Puis c'est la seule plateforme où est-ce que les joueurs peuvent aller compétitionner comme ça. Mais quand un joueur, mettons Équipe Canada, serait intéressé, est-ce qu'il contacterait toi ou il contacte les sénateurs, les deux, ou Chabot directement? Je pense qu'il rencontre les joueurs, il leur parle, tout ça. Je pense qu'il y a des séances d'information pour ceux qui sont potentiellement sur la liste, là. Fait que je pense que les joueurs sont au courant de certaines choses, de ce qui se passe. De toute façon, pour ce volet-là, pour nous autres, ce qui est important, c'est le joueur. Et puis c'est lui qui est le plus important, puis c'est lui qui va le savoir probablement avant nous autres. J'ai vu Dominique dans un article du Journal de Montréal, pas plus tard que hier, que tu serais peut-être intéressé au poste du directeur général du Canadien de Montréal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet intérêt-là? C'est sûr que les titres, des fois, peuvent être évocateurs et peut-être un peu plus tirés que de ce qu'on dit. Je veux dire, c'est le Canadien de Montréal. J'ai eu l'occasion de mon père jouer pour les Canadiens. C'est sûr que le Canadien de Montréal, c'est gros, c'est énorme. Ça fait partie de notre héritage au Québec. Mais en même temps, je suis pas là dans... Je veux dire, si le téléphone sonne, on peut jamais empêcher là, de répondre. Puis comme agent, en partant, mon téléphone est toujours ouvert. Fait que je dois répondre au téléphone. Donc ça, c'est une chose, mais pour le moment, moi, je me vois pas... je suis vraiment bien. J'ai des bons jeunes joueurs avec qui j'aime travailler. J'aime beaucoup l'engagement que j'ai avec les joueurs. Tout ça. Fait que je suis pas actif, mais je suis pas à la recherche de nouveaux défis ou quoi que ce soit. Là. Fait que l'article, c'était flatteur, qui a pensé à moi et tout ça, mais moi, c'était vraiment le message, c'était vraiment de dire que si quelqu'un qui m'appelle, que ça soit plus peut-être dans une position de management, le DG, c'est quand même quelque chose de gros, là, ou une position dans le groupe de gestion des opérations hockey ou quelque chose. Est-ce que je peux écouter, c'est sûr, parce que mon téléphone est toujours ouvert, mais ça s'arrête pas mal là. C'est pour ça qu'on t'a invité tout de suite, parce qu'un coup avec les Canadiens, là, ça arrêtait fini. C'est ça, exact. Exactement. Puis viens pas voler Chabot si jamais ça arrive. Non. C'est cher. Inquiétez-vous pas. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. Dominique, en terminant, on aurait des petites questions en rafale là, pour toi de sujets de toutes sortes qui ont un lien ou non avec le hockey. Donc, Dominique, l'endroit que tu apprécies le plus quand tu fais un voyage d'affaires? C'est drôle à dire, là, c'est pour moi une place que j'aimais aller, puis que j'ai eu l'opportunité d'y aller là, pendant 5-6 ans. J'aimais vraiment ça aller à Columbus. Ah ouais, ok, surprenant. Ouais, non, c'est pas ce que probablement Vegas puis tout ça que beaucoup de monde vont dire. Il y a quelque chose pour moi qui j'ai joué junior majeur, fait que j'ai pas joué collégial américain. Puis Columbus, je sais pas si vous savez, mais l'université d'Ohio, Ohio State, c'est à Columbus. C'est un des plus gros stades. Puis quand David Savard jouait là-bas, j'aimais toujours ça aller me promener sur le campus. Il y a toujours quelque chose de fascinant avec ça, là, au niveau l'énergie et tout ça qu'il y avait là. Puis surtout dans les dernières années, quand ils ont commencé à sortir les trottinettes, là, les birds, puis les lives, ces choses-là. Fait que je passais toujours une petite après-midi là, sur le campus, puis je pouvais ramener des affaires pour mes enfants à Ohio State parce que tu veux pas. T'sais, moi, j'ai été élevé dans le milieu du hockey. J'ai été élevé comme... Depuis que je suis jeune, je vais voir de la Ligue nationale. Puis j'ai toujours été partisan des équipes que mon père jouait, puis tout ça. Mais depuis que j'ai arrêté de jouer, je suis pas partisan. Je vais pas m'asseoir, voir un match, d'être partisan. Fait que pour moi, la chose que j'aime, c'est le football universitaire, puis ces choses-là. Fait que je m'investis un peu là-dedans. Fait que j'achète toujours des petits trucs pour mes enfants. Fait que tout ça pour dire, c'est pas sexy, mais Columbus, il y a quelque chose de le fun à Columbus. Mais on entend parler quand même Marc Method, hein, quand il parle toujours en bien de
de Columbus quand il en parle. Fait que, à quelque part, c'est pas surprenant non plus. Oui, puis je pense que Brass aussi, je pense que Derek Brassard aussi, là, me semble, j'ai l'occasion de parler depuis qu'il est propriétaire actionnaire là, des Olympiques de Gatineau. Puis je sais, il n'a pas joué, il a peut-être côtoyé David un petit peu là, quand il était là-bas, mais je sais qu'il avait quand même aimé ça. Là. Les joueurs s'y plaisent, c'est juste que c'est un marché, c'est une belle ville, mais c'est dans l'Ohio. C'est pas un marché qui est chaud, là, comme c'est pas Chicago, New York ou Los Angeles. Là. Fait que tu as été partisan des équipes de ton père, tu dis, fait que tu as été partisan des Nordiques puis des Canadiens. Oui, je suis un des seuls. Ça doit être assez j'ai le droit, je pense. conflictuel. Non, c'est conflictuel, mais je me donne la permission. Là. Je pense que c'est à cause de quand ton père joue pour les deux équipes. C'est un passe-droit. Ton repas rapide que tu aimes le plus? Soupe. Soupe salade. Sur la route, là, c'est vraiment... Quand tu passes ta vie, là, c'est sûr, dans les derniers 18 mois, naturellement, on voyageait moins. Là, mais pour moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Igor Larionov, qui était un agent là, dans notre firme pendant quelques années. Puis, tu sais, Igor qui avait 60 ans, qui avait encore... On le niaisait toujours, on dirait qu'il pourrait encore jouer. Là, il est tellement en shape. Puis c'était quoi ça? C'était quoi son... Qu'est-ce qu'il mangeait pour être en forme comme ça? Ben, c'est soupe salade. J'ai eu l'occasion d'aller en Russie, puis c'est de la soupe à tous les jours, soupe puis salade. Fait que quand tu es sur la route, on essaie de faire attention un peu aussi. Là, c'est facile de tomber dans des choses de frites puis tout ça. Fait que non, je suis un gars de soupe. Il y a vraiment ça de... Surtout que soupe salade, tu peux pas vraiment manger ça en char. Là, fait que faut que tu prennes le temps de t'asseoir, de le manger, plutôt que de prendre une Big Mac. Mais je vous mentirais là, que quand il y a des games des fois là, où est-ce que tu es un peu serré, tu pognes un peu de... T'es sur le side, là, ben, ça arrive qu'il y a des Subway là, qui se font manger dans l'auto. Puis là, il faut arriver à temps à la game là, pour sauver du temps. Tu as le choix d'une de ces deux dates-là, le repêchage ou le 1er juillet? Repêchage. Le repêchage, malgré que c'est long, c'est très long, puis j'ai eu l'opportunité de m'asseoir pendant un repêchage au complet. J'avais été en passant, j'avais eu plusieurs entrevues là, comme joueur. J'avais rencontré à peu près 8, 9, 10 équipes. Puis c'était infernal, c'est long. Mais c'était 9 rondes là, quand moi je jouais, puis là, c'est rendu à 7. Mais il y a quelque chose quand même de le fun avec le repêchage. C'est l'entrée. C'est tellement comme paradoxal parce qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des jeunes qui ne sont pas repêchés, qui sont là. Puis à chaque année, c'est pas le fun d'avoir des jeunes qui sortent de là, qui ne sont pas repêchés, qui ont de la peine. Mais en même temps, d'un autre côté, tu as des jeunes qui sont exaltés, c'est leur entrée dans la Ligue nationale. Fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans, là, de pouvoir être là. Malgré que c'est long, je ne ferai pas de cachette. Mais de voir, surtout de la manière que moi je travaille, je suis vraiment proche des joueurs, proche des familles avec qui je travaille. Fait que d'avoir l'opportunité de vivre ça, puis le repêchage, ben, généralement on passe avec le repêchage junior majeur en premier, puis après ça, ben, c'est le repêchage Ligue nationale. Fait que on travaille déjà avec la famille depuis 4, des fois 3, 4, 5 ans, quand ils arrivent à ce moment-là. Fait que c'est comme une réalisation pour tout le monde. C'est l'équipe, puis c'est spécial de vivre ça avec les jeunes. Là. Dernière petite question. Ton loisir ou passe-temps favori? Jouer au golf, pas le choix. Jouer au golf, ouais. Oui. Ouais. Il se passe beaucoup de choses. Hein? Il se règle beaucoup de dossiers sur les terrains de golf. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup de sacres aussi, puis beaucoup de déceptions sur un terrain de golf. Oui, monsieur. Mais, non, mais c'est ça. Ça fait partie des... c'est ça. Les joueurs de hockey, c'est le golf, mais non, c'est passer du temps avec ma famille. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Là. J'ai 2 enfants, fait que l'hiver, ben, je passe beaucoup de temps sur la route, fait que c'est sûr que d'être avec ma famille, c'est important. Dominique, un énorme merci de ton temps. On l'apprécie beaucoup. Puis ça a été très intéressant, notre conversation avec toi aujourd'hui. Parfait. Mais merci de m'avoir reçu. Puis si je n'ai pas, si un autre moment donné, ça me fait plaisir de revenir. C'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème de La Brigade, Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment et Pascal Villeneuve au montage. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des Sens seront disponibles sur les ondes du 94.5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Saint-Cartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et on s'en jase.